Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour suivre dans un instant l'adoption par le Sénat du projet de loi de lutte contre la fraude fiscale. Hier soir, l'occasion pour la Chambre haute de desserrer le verrou de Bercy, ce dispositif qui fait qu'il y a un monopole de l'administration fiscale sur l'engagement des poursuites en matière de fraude fiscale, un dispositif aussi complexe d'un point de vue technique que sensible d'un point de vue politique. C'est ce que l'on a pu observer d'ailleurs lors des débats hier soir, avec d'une part la gauche qui voulait, elle, un examen conjoint des dossiers par le parquet et par le fisc, et d'autre part le dispositif qui a lui été proposé par le rapporteur LR de la commission des finances, Albéric de Montgolfier, qui voulait lui une transmission automatique des dossiers dès lors qu'il y a trois critères cumulatifs qui sont satisfaits. D'une part, plus de 80% de pénalité, ensuite un montant élevé de fraude, vraisemblablement plus de 100 000 euros, et ensuite des comportements aggravants ou des faits réitérés. D'ailleurs, sa position a été soutenue par le gouvernement. Je vous propose donc de revenir à ces débats hier soir dans l'hémicycle, mais aussi les discussions des sénateurs autour de la liste des paradis fiscaux, ou bien encore la suppression de la police fiscale par le Sénat. Retour donc à la soirée d'hier. Nous passons à l'article 13 et à commencer par 4 amendements faisant l'objet d'une discussion commune, dont 3 identiques, le premier desquels est défendu par M. Bocquet, le 9, rectifié. Oui, merci Monsieur le Président. Nous voici donc face au verrou de Bercy. Alors relevons d'entrée certains des éléments du débat qui ont déjà été évoqués pour certains. L'article ne figurait pas dans le texte initial du projet de loi et s'est donc ajouté, compte tenu du travail accompli en commission et de la sensibilité croissante du Sénat, comme de l'Assemblée nationale d'ailleurs, au problème de la procédure pénale en matière fiscale, de la nécessité de trouver un nouvel équilibre entre la toute-puissance des directions de l'administration, y compris à l'encontre bien souvent des initiatives même des services déconcentrés, et le pouvoir discrétionnaire de la commission des infractions fiscales. Le syndicat de la magistrature, dans son mémoire relatif au texte, indique pour le coup, je cite, « Le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude s'inscrit dans une démarche quasi assumée dans l'exposé des motifs de compensation de l'indulgence affichée envers les fraudeurs à l'occasion du projet de loi pour un État au service d'une société de confiance et du refus déterminé de levée du verrou de Bercy. Le présent projet de loi est néanmoins très modeste dans son ambition, se contentant pour l'essentiel d'aménagements à la marge, de modifications cosmétiques et d'un renforcement des sanctions fiscales administratives qui s'inscrit avant tout dans une volonté de marginaliser la poursuite pénale des auteurs de délits fiscaux, de légitimer le maintien d'un traitement principalement administratif de la fraude fiscale et de tenter de rendre politiquement acceptable la conservation d'un verrou de Bercy qui constitue pourtant une spécificité difficilement défendable. Que les services fiscaux soient demain mis en situation de mieux répondre aux contentieux existants nécessite cependant d'autres moyens et d'autres dispositions qu'une généralisation des croisements de fichiers. Cela passe par la rupture claire avec la logique de suppression massive de postes de fonctionnaires au sein des administrations fiscales, qui a sensiblement appauvri la qualité du travail accompli, malgré le profond sens de l'intérêt général qui anime leurs 125 000 agents. Il convient de lancer le service public fiscal à la reconquête de ses positions perdues pour donner une inflexion réelle à la lutte contre la fraude, sociale comme fiscale, et résoudre en connaissance de cause la fameuse dialectique du verrou de Bercy. Plus de moyens matériels et humains, une étude conjointe entre administration et juridiction compétente des dossiers nécessitant une procédure judiciaire, voilà comment sortir par le haut des controverses d'aujourd'hui. L'intérêt général ne le vaut-il pas? Merci, chers collègues. Le 46 est identique et devrait être défendu par Madame Goulet, à moins qu'il le soit déjà. Mais il ne l'est pas tout à fait, parce que de toute façon, on est là sur un des sujets les plus importants de ce texte. Et comme vous l'avez tout à fait souligné, Monsieur le Président, les 3 amendements 9 rectifiés, 46 et 68 ont une rédaction identique pour remplacer l'article 13, remarquablement inséré par notre rapporteur et notre commission, qui, à l'examen, présente quand même quelques failles. Par exemple, à l'alinéa 4, il est indiqué « L'administration est tenue de déposer une plainte », ce qu'il semblerait être une injonction faite
à l'administration, et ce qui semble contraire, alors on nous a rabattu les oreilles toute la journée avec le droit constitutionnel, mais j'ai quand même bien l'impression que cette injonction qui est faite dans ces termes, c'est-à-dire l'administration est tenue de déposer, me semble pas tout à fait correspondre à l'idée qu'on se fait de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et notamment dans sa décision de juillet 2016. Par ailleurs, la liste des critères, puisqu'en fait ce qui se passe dans cet article, c'est qu'on va remplacer ce verrou de Bercy, c'est ce qui ressort des auditions, par une liste des critères de façon à le rendre plus transparent. Or, la liste des critères telle que définie dans l'article inséré après l'examen en commission prévoit que ces critères seront définis par décret. Ce qui veut dire que donner et retenir ne vaut, le législateur va confier à l'administration le soin de fixer des critères. Or, le rapport de l'Assemblée nationale, comme les auditions, comme ce qu'on a cru comprendre depuis un moment, et ce que vous avez dit, Monsieur le ministre, de donner au Parlement les clés du verrou, c'est que le Parlement lui-même fixe les critères d'attribution. Donc c'est la raison pour laquelle il y a cet amendement 46 commun à Éric Bocquet et son groupe et Madame Tallier-Polian et son groupe, et celui que j'ai déposé de façon à indiquer qu'il y avait quand même sur ce sujet un front assez solide pour revoir la rédaction telle qu'elle résulte de nos débats en commission et améliorer ce dispositif. Merci, chers collègues. Madame Tallier-Polian, pour le 68 rectifié. Merci, Monsieur le Président. Je ne serai pas très long puisque cet amendement a déjà fait l'objet de brillantes présentations par mes collègues Bocquet et Goulet. Cependant, je voudrais revenir quelques instants sur ce qui est dit de la rédaction issue du texte de la Commission. Non, aujourd'hui, tel qu'il est rédigé, le texte ne supprime pas le verrou de Bercy, puisque le dispositif qui est adopté s'ajoute à la règle inscrite du verrou de Bercy. Elle ne s'y substitue pas. Cela a comme conséquence extrêmement simple le fait que le juge ne peut se saisir, sans l'avis du ministère des Finances, d'affaires de fraude fiscale lorsqu'il a connaissance des faits, parce qu'il mène une enquête et qu'il y a des faits connexes qui peuvent lui laisser penser qu'en plus d'autres problèmes, il y a aussi de la fraude fiscale. Avec la rédaction actuelle, ce problème que le juge ne peut pas se saisir lorsqu'il a connaissance des faits n'est pas résolu, et c'est un problème très important. Et d'ailleurs, j'en suis assez étonnée puisqu'il me semble que le Sénat avait déjà adopté des amendements qui permettaient de lever l'un de ces problèmes graves posés par le verrou de Bercy. Je ne reviendrai pas longtemps sur les autres points qui sont présents dans la rédaction de cet amendement commun. Il s'agit bien sûr de fixer des critères, car personne ne pense raisonnable de transmettre de manière automatique 15 000 dossiers annuels à la justice qui relèvent de la fraude fiscale, mais bien de cibler sur les 4 000 dossiers qui représentent des fraudes qui sont réprimées avec des amendes à hauteur de 40%, de récidive, etc. Donc ces critères sont définis. Ils sont définis pour être applicables sans obligations de cumul entre eux. Cela permettra, à notre sens, de sortir enfin de ce verrou de Bercy qui conduit, par son opacité, à une suspicion qui pénalise notre débat démocratique, qui pénalise aussi la lutte contre la fraude fiscale. Merci, chers collègues. Madame Goulet, pour le 23 rectifié. Oui, alors il s'agit d'une légère variante, cette fois-ci soutenue par l'ensemble des membres du groupe UDI-UC. Vous allez voir que le début ne change pas, il s'agit simplement d'une liste exhaustive des critères de saisine, et donc c'est aussi une nouvelle rédaction qui traduit exactement la proposition de la mission d'information. Alors j'entends les commentaires et je précise que cette disposition ne vise pas
à supprimer la CIF, mais au contraire de donner plus de transparence sur les critères de saisine. Donc en réalité, il s'agit d'un amendement qui a une légère variante avec le précédent. Il s'agit d'un amendement de repli en réalité qui concerne la totalité des critères tels qu'ils figurent dans le rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur général, s'il vous plaît. Est-ce que nous avons une grande marge de manœuvre? Nous avons la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui est l'occasion de 2 QPC sur le non bis in idem, c'est-à-dire la possibilité de poursuivre à la fois sur le plan fiscal et sur le plan pénal, nous a dit les critères. Le Conseil constitutionnel nous a dit que la possibilité d'aller au pénal devait être réservée au cas des fraudes fiscales les plus graves. Et le Conseil constitutionnel, dans sa décision, a indiqué ce qu'était la fraude fiscale la plus grave, c'était notamment les fraudes d'un montant élevé et qui montraient une volonté en fait d'opacité, de dissimulation de la part du contribuable. C'est ça finalement le critère. Il ne s'agit donc pas d'envoyer la totalité des redressements, je crois qu'on partage tous l'intention là-dessus, il s'agit de le réserver au cas de fraude les plus graves. Les auditions que nous avons eues, qui étaient ouvertes, auxquelles j'ai participé, m'ont convaincu lorsqu'on a entendu 2 avocats généraux qui nous ont dit que la justice avait énormément de mal à prononcer même des amendes lorsqu'un contribuable avait eu 80% par exemple de pénalité, ont montré que ce n'était pas forcément aujourd'hui la priorité de la justice. Donc il faut que ce soit une voie qui soit réservée aux fautes les plus graves. Là où je considère qu'en effet le système, et je pense là-dessus on est tous d'accord, doit être amélioré, c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas de transparence, c'est une circulaire, des pratiques internes qui font que les dossiers vont à la CIF. Ce que je propose, et ce qui a été adopté par la Commission, c'est que ce soit la loi qui fixe ces critères avec un montant. Et seul le décret, là-dessus, le décret finissera le seuil, mais pour le reste, ce sont les autres critères légaux, la fraude à 80%, la récidive, ou la réitération, ou la fraude fiscale aggravée. Et le gouvernement déposera d'ailleurs un amendement tout à l'heure sur ce sujet concernant les personnes soumises à l'obligation de déclaration à la haute autorité. Donc je pense qu'on arrive à quelque chose qui est équilibré, qui va faire qu'il y aura plus de dossiers qu'aujourd'hui, pas forcément des milliers en plus, on devrait arriver à peu près à 1500 dossiers, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on aura les dossiers les plus gros, les plus caractéristiques d'une fraude, en ayant la certitude que pour ces dossiers, ils passent tous concrètement au procureur de la République. Les amendements qui sont proposés, pour moi, ils sont finalement un peu en retrait par rapport à ce que je propose, pour une raison simple. Mais regardez bien, vous proposez un critère de 50 000 euros. 50 000 euros, non pas de montant à éluder, mais d'imposition à la charge du contribuable. Je vous prends un exemple. Un contribuable qui a 48 000 euros d'impôt, qui a fait une fraude monstrueuse, avec vos critères, il échappe complètement à la plainte pénale. Pardon, ça c'est pour le 23, c'est pour le 23. Donc là-dessus, c'est aujourd'hui moins favorable. Deuxième chose, vous n'ouvrez pas de possibilité dans vos amendements à l'administration fiscale de porter plainte en dehors de ces critères, puisque c'est un verrou qui, pour le coup, est très verrouillé, les critères légaux. Moi, dans la proposition qui a été adoptée par la Commission des finances, on ouvre toujours à la possibilité, et j'en étais convaincu par les visites que j'ai menées dans les différents services de contrôle, il y a des cas de personnes où, pour des raisons d'exemplarité ou à la personnalité de la personne, l'administration a jugé bon, et c'est d'ailleurs passé par l'avis favorable de la CIF, de porter plainte. Donc, on a réservé cette possibilité qui... Donc la lecture qu'on en fait, la lecture qu'on a fait, ce serait beaucoup plus restrictif. Et donc en tous les cas, par exemple, alors sur quel amendement? Sur attendez, sur la lecture, si les critères ne sont pas réunis, sur les critères ne sont pas réunis, bon, en tous les cas, donc je pense qu'il faut. En tout cas, mon souhait, c'est clairement que l'on n'ait pas une nouvelle QPC ou demain une censure du Conseil constitutionnel, parce que pour le coup, sur le fondement, regardez la QPC Wildenstein et Cahuzac, pour ne pas citer les noms, mais tout le monde sait, dans ces 2 QPC, le Conseil constitutionnel, puisque c'était le non bis in idem qui était en cause, et que disaient ces contribuables, il disait on ne peut pas être poursuivi sur le plan pénal, le plan fiscal. Et le Conseil constitutionnel a dit si, à une condition, c'est que ce soit pour les fautes les plus graves. Donc, également, les fautes les plus graves. Et le critère principal, c'est le critère
de l'opacité, de la volonté de dissimuler. Donc c'est à travers ce qui se voit notamment à travers les critères de 80%, où c'est notamment un certain nombre d'abus de droit, c'est les montages frauduleux, l'interposition de comptes de personnes, etc., les prête-noms, etc. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai pensé que c'était une solution qui était en tout cas la plus équilibrée et qui était le plus conforme à la décision du Conseil constitutionnel. Donc c'est une demande de retrait au profit de la position de la Commission. Merci, monsieur le rapporteur général. Monsieur le ministre, mes chers collègues, il est bientôt minuit. Il nous reste 14 amendements à examiner, y compris ceux qui viennent d'être présentés. Je vous propose d'ouvrir la nuit afin de terminer l'examen de ce texte. Je pense que nous devrions y parvenir dans des délais très raisonnables. S'il n'y a pas d'observation, il en est ainsi décidé. Monsieur le ministre. Oui, merci Monsieur le Président. C'est le moment, sans doute, le dernier moment qui va nous prendre un petit peu de temps, l'explication des amendements autour de vos collègues sénateurs sur cette question du verrou de Bercy. Pour d'abord, permettez-moi de me satisfaire finalement que les propositions d'amendements qui sont faites par les divers orateurs ne viennent pas bousculer fondamentalement la proposition que le gouvernement a faite à la représentation nationale de dire nous allons établir des critères. Et ces critères qui sont aujourd'hui établis, si j'ose dire, par jurisprudence du fonctionnement de la Direction générale des finances publiques, en lien avec elle-même la jurisprudence de la CIF qui se complètent l'une avec l'autre, c'est au Parlement de les définir. Je constate que dans vos amendements, vous ne remettez pas en cause cette idée que les critères doivent être définis par le Parlement, et c'est une bonne chose. Après, on ne se met pas d'accord sur le montant de ces critères, mais enfin, vous acceptez l'idée qu'il y a des critères. Non, mais très bien. Donc, quand j'entends des discussions pour dire il faut supprimer le monopole de la plainte fiscale par l'administration. C'est une discussion certes intéressante dans le débat médiatico un peu démagogue, mais en l'occurrence, tout le monde sait qu'il y a une constitution, qu'il y a une jurisprudence du Conseil constitutionnel et que nous devons réserver aux cas les plus graves, nous a dit le Conseil constitutionnel, des plaintes que nous devons transmettre à la justice. C'est un premier point. Et je m'en félicite que ce débat avance. Et contrairement à ce que peut dire Madame la sénatrice tout à l'heure, évidemment, c'est la plus grande avancée, si j'ose dire, si on considère que c'est une avancée, la plus grande avancée que le ministère des Comptes publics ait pu faire, puisqu'il ne s'agit pas du ministère des Finances, mais du ministère des Comptes publics. Le deuxième des points, bien sûr que si, Madame la sénatrice, vous aurez le premier regardé avec beaucoup d'attention, puisque je sais que vous suivez de près mes faits et gestes, que j'ai été le premier à proposer ces critères lors de l'audition de Madame Cariou et de Monsieur Diard, il y a plusieurs mois, et nous l'avons évoqué en commission des finances du Sénat. Et je suis très heureux que Monsieur le rapporteur général s'est inspiré des propositions du gouvernement, modifiées à sa sauce, s'il me le permet, pour pouvoir ouvrir ces critères, tant mieux. La deuxième des choses, c'était de dire que, finalement, qu'est-ce que c'est que le verrou? Soit c'est l'idée que c'est le monopole de la plainte fiscale, c'est l'administration qui l'a, soit c'est le fait que c'est la Direction générale des finances publiques, à part faire un contrôle fiscal, qui transmet ou non tel ou tel dossier à la CIF, soit c'est la CIF, parfois ça a été défini comme ça, qui est le verrou, qui retient ou qui ne retient pas les plaintes transmises par l'administration, qui les donne ou qui ne les donne pas. Alors à 10% près, elle les donne, enfin à 10% quand même, à peu près en moyenne, à l'ordre judiciaire. On ne sait pas très bien d'ailleurs, selon les discussions, quel est le verrou. En tout cas, il manquait de transparence et le gouvernement en a été d'accord. La vérité, c'est est-ce que les cas les plus graves seront concernés par l'amendement de Monsieur le rapporteur général, en tout cas par le texte que présente Monsieur le rapporteur général. La réponse est indubitablement oui. La Commission des finances a proposé un système qui permet, parce qu'il est cumulatif certes, de mettre plus de dossiers qu'il n'y en a sans doute aujourd'hui. Monsieur le rapporteur général évoque 1000, 1500, bon, et qui demain seront transmis effectivement à l'autorité judiciaire. Je voudrais souligner ici que votre amendement est tout à fait contraire à ce que vous évoquez, Madame la sénatrice, ce que ne dit pas Monsieur le sénateur Bocquet d'ailleurs, parce que vous avez dit vous. Il est hors de question de transmettre plus de 15 000 dossiers par an. Mais c'est ce que vous faites. Vous proposez 50 000 euros. Eh bien, il y aura plus de 15 000 dossiers par an qui seront transmis à l'autorité judiciaire. Vous allez encombrer les tribunaux, dont on a vu tout à l'heure que non seulement constitutionnellement, à un moment s'il était adopté, ne volerait pas et tout serait à recommencer, mais deuxièmement, vous allez effectivement empêcher la justice d'avoir un travail le plus fin, le plus efficace possible, alors qu'elle est elle-même prise par un certain nombre de sujets. On peut imaginer qu'au tribunal de Bobigny, par exemple, les dossiers qui sont à plus de 50 000 euros de contentieux, ce ne sera pas forcément la priorité. Je prends l'exemple de Bobigny parce qu'il y a d'autres difficultés que vous connaissez mieux que moi encore. Monsieur le sénateur Dallier, je voudrais, c'est aucunement une insulte au très beau département de la Seine-Saint-Denis, mais enfin on peut considérer qu'il y a un tribunal qui est déjà très engorgé et qui doit répondre aux cas les plus importants.
Donc je crois que, 1, le système des critères est le bon, 2, il faut réserver aux cas les plus graves, 3, nous pouvons discuter sur tel ou tel critère, le gouvernement d'ailleurs en rajoute un, et je crois que normalement l'amendement 23, ça a été très bien dit par le rapporteur général, serait en deçà de ce que propose le texte de la Commission des finances, mais que les 3 autres amendements doivent avoir un avis défavorable parce qu'ils ne sont soit pas dans la veine constitutionnelle, soit amèneraient beaucoup trop de dossiers, et c'est vous-même qui l'avez évoqué, puisqu'à plus de 50 000, nous sommes effectivement dans un cas très important de dossiers qui encombreraient les tribunaux, et surtout, à mon avis, ne rentreraient pas dans la pratique que nous essayons d'adopter collectivement. On pourrait imaginer d'autres critères, notamment les montages frauduleux, pas forcément une question de somme, ça peut être, on peut se dire que la spécificité du montage fiscal en soi... Non mais la spécificité des montages peut être retenue. J'ai pris l'occasion, Madame la sénatrice, devant la Commission des finances, de prendre l'exemple d'une fraude qui est la plus courue des dossiers que la CIF transmet au tribunal, la fraude à la TVA. Aujourd'hui, un entrepreneur, on peut imaginer qu'il retient la TVA. Et il le fait pour 2 raisons. Il peut le faire pour 2 raisons, pour les 2 mêmes dossiers. Le premier, il retient la TVA, c'est une fraude, évidemment, et manifestement, elle doit être condamnée. Mais il l'a fait parce qu'il a des problèmes de trésorerie et il considère que pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, il essaye de tricher, de frauder pour sauver son entreprise et ses emplois. C'est condamnable, évidemment. Et puis il y a ceux qui retiennent la TVA à des fins personnelles. Ce n'est pas tout à fait la même chose. On pourrait avoir un débat sur ce critère. Est-ce qu'on transmet les 2 ? Est-ce qu'on peut dire que sur le même montant, alors que c'est le même type de fraude, il y en a un qui doit être considéré pénalement et l'autre qui doit être concerné en temps administratif? C'est ça les critères. Donc je vous invite à rejeter les amendements des sénateurs et à accepter effectivement le texte de compromis qu'a trouvé Monsieur le rapporteur général du Sénat. Merci, Monsieur le ministre. Madame Taïpolian, explication de vote. Plusieurs remarques par rapport à ce qui m'a été dit et ce qui a été dit globalement. Monsieur le ministre, vous me dites qu'on va encombrer en permettant au juge de pouvoir poursuivre sur les dossiers à 50 000 €. Non, au procureur. Non, car effectivement, en fait, dans cet amendement, nous passons d'une pénalisation possible à 153 €, qui est le droit commun, pour la fraude fiscale à 50 000. Donc nous réduisons. Mais, monsieur le ministre, le procureur n'a pas le don de divination. Si l'administration fiscale ne lui donne pas les dossiers, ne lui indique pas que tel ou tel fait l'objet d'une procédure, il n'a pas le don de divination, donc il ne va pas lui ouvrir une procédure là-dessus. Il ne l'ouvrira que sur les dossiers qui lui seront automatiquement transmis grâce aux critères. Et les critères ne font pas 15 000. Les critères correspondent aux dossiers, aux 4 000 dossiers annuels, et sont d'ailleurs ceux cités par le Conseil constitutionnel, aux 4 000 dossiers annuels dits répressifs. Donc nous ne sommes pas du tout dans le cas où nous allons transmettre des milliers et des milliers de dossiers. Nous allons transmettre ce que nous pensons être les dossiers les plus graves. Les dossiers les plus graves, pour nous, ce sont effectivement les dossiers qui font l'objet de pénalités de l'ordre de 40% des montants éludés. 40% des montants éludés, cela me semble quand même relativement important. Mais si vous pensez que ça ne l'est pas, eh bien nous avons effectivement un désaccord et une vision tout à fait différente de ce que sont les dossiers graves. Merci, chers collègues. Je vais mettre aux voix cette série d'amendements. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe CRCE sur les amendements identiques 9 rectifiés, 46 et 68 rectifiés. Je vous rappelle que l'avis de la commission est défavorable et que l'avis du gouvernement est également défavorable. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Merci. Voici le résultat du scrutin numéro 187 sur les amendements identiques 9 rectifiés, 46 et 68 rectifiés, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence. Nombre de votants 319, nombre de suffrages exprimés 313, pour l'adoption 106, contre 207. Le Sénat n'a pas adopté. Nous passons à l'amendement 23 rectifié que je mets aux voix avec un double avis défavorable. Il est retiré, Monsieur le Président. Merci, Madame Goulet, de l'avoir retiré. Ensuite, nous attaquons 6 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. D'abord, le 51 rectifié, Monsieur Bouquet. Défendu. Merci, chers collègues. Ensuite, le Goulet, numéro 29. Oui,
Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, il s'agit à l'alinéa 4 de l'article 13, tel que résultant de la rédaction, de supprimer les mots cumulatifs. Voilà. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur général, pour le 115. Merci, monsieur le rapporteur général. Monsieur le ministre, pour le suivant, le 95. Alors nous sommes directement, excusez-moi, pour le 95, il s'agit effectivement de compléter la liste des critères pour que les personnes qui, alors les hommes et les femmes politiques qui ont des mandats, élus locaux comme parlementaires, les ministres évidemment, les personnes qui sont nommées en Conseil des ministres, tous ceux qui doivent faire des déclarations à l'autre autorité, soient concernés et ne doivent pas être concernés par le critère de réitération qu'a évoqué monsieur le rapporteur général de la Commission des finances dans le texte. Dans les faits, il y a une certaine exemplarité, ça a été dit, monsieur le rapporteur général l'a dit, dans certains dossiers, notamment pour ceux qui touchent les ministres de la République, où les montants n'étaient pas forcément des montants qu'on transmettait automatiquement, mais qui ont été faits. Il nous semble que cette exemplarité des représentants de la nation, ainsi que ceux qui relèvent de la haute autorité transparence de la vie politique, permet effectivement d'être conforme à l'idée que le gouvernement se fait de l'honorabilité fiscale. Merci, monsieur le ministre. Toujours dans la discussion commune, deux amendements identiques. Le 5 rectifié de monsieur Bocquet, il est défendu. Merci, chers collègues. Tout comme le suivant, le 22 rectifié bis de madame Goulet. Merci, chers collègues. Non, il n'est pas défendu, donc il est retiré. Défendu, Monsieur le Président, si je peux me permettre. Je voudrais pas. Attendez, on a été un peu décalé avec l'article 10 sur les tabacs. Donc, donnez-moi une petite minute parce que il s'agit en fait d'insérer un alinéa. Cet alinéa a déjà été voté par le Sénat. Il s'agit d'ajouter et d'ouvrir le verrou qui est désormais, paraît-il, grand ouvert au cas de connexité. Il s'agit donc, comme on l'avait déjà dit, de manière rationalisée, de pouvoir permettre la saisine en cas d'exclure le verrou qui a à moitié disparu dans les cas de connexité et d'autres infractions faisant l'objet d'une procédure judiciaire ou de découverte incidente dans le cadre d'une procédure pénale. C'est extrêmement important. Cet amendement a déjà été voté par le Sénat. Je pense que ce serait de bonne jurisprudence de l'adopter de nouveau. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur général, pour vos avis, 5 avis à donner, s'il vous plaît. Alors, sur le 51, la proposition de suppression de la CIF, de fait, la CIF n'aura plus beaucoup de travail, mais c'est une protection du contribuable dans le cas où l'administration souhaiterait être en dessous des critères légaux et poursuivre, par exemple, une fraude d'un montant de 10 000 euros pour des raisons d'exemplarité, par exemple, pour des raisons parce qu'il y a besoin, pour éviter des pratiques et donner sans doute un signal à l'égard des fraudeurs. Dans ce cas-là, on prévoit la CIF uniquement dans ce cas-là. Pour le reste, il n'y a pas lieu, puisque c'est la loi qui fixe les critères. Donc c'est un avis défavorable sur le 51. Sur le 29, les critères, transformer les critères cumulatifs Nathalie Goulet en critères alternatifs, ça poserait un problème. Par exemple, vous avez une fraude à 5 000 euros, c'est une petite fraude, on sort de l'esprit de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui exige des fraudes d'un montant élevé. Donc c'est-à-dire que si on supprime par exemple le niveau de seuil, ça veut dire qu'on pourrait être amené à transmettre un dossier de 5 000 euros. Et donc je pense que ça serait contraire à ce que dit le Conseil constitutionnel qui exige notamment un niveau de fraude élevé. Donc avis défavorable. Donc le 215, je l'ai défendu. Sur l'amendement 95 du gouvernement, j'espère qu'il n'y a pas de problème d'égalité devant l'impôt, donc avis de sagesse. Je pense qu'en effet, il faut une exemplarité des personnes qui sont soumises à la haute autorité. Et donc, pour ces personnes, il n'y aurait pas besoin du critère de fraude aggravée ou de récidive, donc avis de sagesse. Et sur les amendements 5 et 22, il me semble qu'il y a quand même un problème de rédaction. Pourquoi pas, même si on l'a voté déjà au Sénat, si on donne la possibilité au parquet de poursuivre une infraction de fraude fiscale à l'occasion d'autres infractions, ça peut poser un problème. Je vais prendre un exemple un peu ridicule.
il y a une infraction au code de la route, ben voilà, ça ouvre la possibilité de poursuivre une fraude fiscale. Donc tel que c'est rédigé, c'est quand même un peu large. C'est pas de la connexité. Donc, par exemple, 85 km/h, voilà, 85 km/h, paf, infraction. Et ben voilà, du coup, le parquet peut ouvrir. Donc ça peut être un peu large. Et en plus, l'amendement ne tourne pas, puisque d'un côté, il supprime l'avis de la CIF, mais en même temps, il maintient les modalités de saisine de la CIF. Donc il n'est pas adoptable en l'état, mais c'est la raison pour laquelle ça nous paraît sans doute aller trop loin d'ouvrir la possibilité de poursuivre une infraction fiscale à l'occasion d'autres infractions. Donc il faudrait sans doute le restreindre, mais peut-être que le gouvernement a un avis différent. Donc avis plutôt demande de retrait sur ces deux amendements. Merci, monsieur le rapporteur général. Monsieur le ministre. Oui, Monsieur le Président, un avis défavorable sur l'ensemble des amendements, à l'exception de celui de Monsieur le rapporteur, le 115, et puis évidemment celui du gouvernement. Dire simplement peut-être sur l'amendement de Monsieur Bocquet de suppression de la CIF. Effectivement, comme le dit le rapporteur général, la CIF, si jamais les choses sont adoptées à la fin des fins, comme le prévoit le texte de la Commission des finances du Sénat, aura moins de travail. Elle en aura peut-être encore, effectivement, parce que les transmissions pourront être faites par l'administration fiscale indépendamment en dessous des critères qui ont été évoqués par la Commission des finances. Mais la CIF, elle a surtout été faite, vous le savez bien, monsieur le sénateur, comme protection du contribuable. À la fin des années 70, elle a été créée pour que le pouvoir politique ne transmette pas des dossiers pour des raisons autres que des raisons de critères fiscaux. Donc la protection du contribuable, c'est comme ça que les choses ont été faites. C'est une composition de magistrats qui regardent le sérieux des dossiers que l'administration présente les choses. Je rappelle d'ailleurs que les commissions des finances et de l'Assemblée et du Sénat ont tout intérêt, puisque c'est eux qui contrôlent cette action, d'auditionner le président de la CIF, de recevoir même le directeur général des finances publiques, de comprendre un peu la jurisprudence. Je regrette personnellement que ça fait 7 ans que ni la commission des finances de l'Assemblée ni du Sénat n'ont auditionné plus que le rapport qui est transmis et qui est assez large, on va dire, et qui ne rentre pas dans le détail de ces dispositions. Voilà, je pense qu'il faut garder la CIF, monsieur le sénateur, parce que c'est une protection du contribuable, mais il vous appartient, en tant que membre de représentation nationale, de faire ce que la loi vous permet, c'est-à-dire de convoquer ces représentants et de répondre aux interrogations légitimes que vous auriez à formuler pour comprendre quel dossier et pourquoi pas tel autre dossier. Merci, monsieur le ministre. Je mets aux voix l'amendement 51 rectifié. C'est sur celui-ci que vous demandez la parole, monsieur Bachet? Sur l'ensemble, je vous en prie. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, on va passer ces amendements sur le verrou de Bercy. Je trouve qu'on aura passé énormément de temps sur ce sujet, beaucoup trop de temps, sur un sujet qui n'en est pas un. J'avais tenté de le démontrer dans mon rapport de manière assez didactique, en montrant que tout ça était quand même largement un fantasme. Et on aura passé, hélas, beaucoup trop de temps à travailler sur des symboles plutôt que sur des réalités et d'une vraie lutte contre la fraude fiscale que, heureusement, ce texte vient aider. Merci, chers collègues. Je mets aux voix l'amendement 51 rectifié avec un double avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Je peux considérer que c'est le même vote pour le 29. Même vote. Pour le 115, nous avons un avis favorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Pour le 95 du gouvernement, nous avons un avis de sagesse de la Commission. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Pour les deux derniers identiques, deux avis défavorables. Qui est pour? Explication de vote, Madame Goulet, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le Président, je comprends, je comprends très bien, mais j'ai quand même quelques difficultés à voir pourquoi cet amendement a été adopté la dernière fois et rejeté cette fois-ci, alors qu'on est dans des cas de connexité qui semblent quand même complètement légitimes. Alors, je ne vois pas très bien ce que le 80 km/h, qui est une contravention, aurait à voir là-dedans. Franchement, je pense que les cas de connexité devraient quand même bénéficier de ces dispositions d'ouverture. C'est un moyen de coordonner, encore une fois, la coopération entre la justice et l'administration fiscale sur les affaires de fraude fiscale. Très franchement, je suis très surprise de la position de la Commission sur cet article, encore une fois, sur cet amendement qui avait déjà été adopté. Donc je le maintiens. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur général.
seule une partie de l'amendement a été adoptée, le grand 1, mais là, tel que c'est rédigé, c'est toute affaire pénale. C'est ça le problème, il n'y a pas forcément de connexité. Donc, hors les cas de connexité avec d'autres infractions faisant l'objet d'une procédure judiciaire de découverte incidente dans le cadre d'une procédure pénale. Donc ça peut être le mot infraction, c'est extrêmement large. Donc c'est la raison pour laquelle j'étais défavorable. Et quant à la deuxième partie, il y a quand même quelque chose qui ne tourne pas sur la CIF. Donc je l'ai exprimé. Merci, monsieur le rapporteur général. Je mets aux voix ces deux amendements identiques avec un double avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ils ne sont pas adoptés. Je mets aux voix l'article 13. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Nous passons à l'article 11 et avec une prise de parole de monsieur Bocquet. Non, vous y renoncez. D'accord. Madame Taïpolian, pour l'amendement 56 rectifié bis. Monsieur Joly, pardon. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, cet amendement vise à rénover les critères d'identification des États ou territoires non coopératifs, plus communément appelés paradis fiscaux. L'actuelle proposition, l'actuelle rédaction n'est pas à la hauteur des enjeux de l'évitement fiscal qui représentent sur les évaluations de la Commission européenne plus de 1 000 milliards d'euros de pertes de recettes au niveau européen. L'amendement proposé propose donc de se fonder sur 4 critères objectifs. Les 3 premiers critères ont été publiés et adoptés par le Conseil de l'Union européenne le 5 décembre dernier. Le 4e critère, qui est plus ambitieux, sanctionne les régimes fiscaux dommageables. Il repose sur les conclusions du Conseil ECOFIN du 1er décembre 1997 en matière de politique fiscale. Le premier critère, il s'agit d'avoir reçu l'évaluation largement conforme du Forum mondial s'agissant des échanges d'informations et de données. Le deuxième critère, participer aux conventions multilatérales de l'OCDE concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale. Le troisième critère, il s'agit de mettre en œuvre des mesures minimales anti-BEPS, c'est-à-dire de lutter contre l'érosion des bases fiscales et le transfert de bénéfices. Le quatrième critère, lui, consiste à ne pas avoir mis en place de régime fiscal dommageable. Le cas de ces régimes fiscaux dommageables sont définis par l'article 5 de l'amendement. Cet article 5 prévoit 7 hypothèses qui correspondent à des pratiques identifiées par l'Union européenne et qui figurent dans les conclusions de ce Conseil ECOFIN évoqué précédemment. Les 7 cas évoqués, pour reprendre les principaux d'entre eux, simplement, il s'agit d'avoir un niveau d'imposition inférieur à la moitié du taux effectif moyen de l'Union européenne. C'est l'absence de transparence sur les structures et les bénéficiaires effectifs. C'est également des avantages réservés à des non-résidents. Il s'agit également d'absence réelle d'activité de lien avec l'économie locale. Enfin, il s'agit de déterminer des bénéfices, la détermination des groupes des bénéfices des groupes multinationaux non conformes aux standards internationaux. Et enfin, les mesures fiscales manquant de transparence et notamment des pratiques de rescrit abusives qui ont été dénoncées récemment. L'application de ces critères permettrait de mettre en place une liste correspondant aux pratiques fiscales réelles des États. En outre, cet amendement permet d'associer le Parlement à l'élaboration de la liste des paradis fiscaux. Il ne suffit pas simplement de fixer des critères, il s'agit d'en vérifier l'application. Et enfin, il y a une clause de sauvegarde concernant des pays reconnus comme moins avancés qui ne disposent pas d'un centre financier, justement pour ne pas les pénaliser. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur général, quel est l'avis de la Commission ? En matière de liste de TNC, la France fait plus que d'autres pays, puisque nous avons à la fois la liste européenne et la liste nationale. Et beaucoup d'autres États n'ont que la liste européenne. Bon, vous avez évoqué un certain nombre de préoccupations, un certain nombre de critères qui me paraissent assez largement satisfaits par la rédaction de l'article 11. Il y a un certain nombre de différences quand même, on peut les noter, il y en a 3. Il y a une inscription dans la loi des critères de la liste européenne. Je pense que ce n'est pas à nous d'inscrire dans la loi les critères de la liste européenne. Ceci pourrait être évolutif et on risquerait d'avoir peut-être une rigidité excessive. La deuxième différence, c'est l'application de l'ensemble des mesures de rétorsion aux États de la liste de l'Union européenne. C'est vrai que là-dessus, l'article 11 prévoit une application complète aux seuls États qui favorisent les structures offshore. Donc,
vous allez un peu plus loin. Et il me semblait à ce stade que l'équilibre de l'article 11 était satisfaisant. Et vous aviez également une clause de sauvegarde pour les pays qui ne sont pas des centres financiers. Mais je pense que pour le coup, la rédaction de l'article 11 est satisfaisante. Moi, je souhaite, comme la Commission, qu'on en reste à l'équilibre de l'article 11 et sur le fond, en tous les cas, votre proposition d'aller est très largement satisfaite par la rédaction de l'article 11 auquel je vous demande d'adopter tout à l'heure. Donc, demande de retrait pour cette raison. Merci, Monsieur le rapporteur général. Monsieur le ministre, même avis. Monsieur Joly, vous avez été sollicité pour retirer l'amendement. Non, Monsieur le Président, je crois qu'effectivement, au regard des enjeux que représente cette fraude fiscale et les pratiques des paradis fiscaux, compte tenu de la nécessité que cela représente s'agissant de la justice fiscale, qui est importante pour la cohésion à la fois communautaire et nationale, il me paraît nécessaire effectivement d'être exigeant. Donc, je maintiens l'amendement. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Je mets donc aux voix l'amendement. Oui, Madame Goulet, pour explication de vote. Oui, moi je vais soutenir cet amendement parce que je trouve qu'on est vraiment très en dessous de ce qu'on peut faire sur le sujet. De toute façon, on est en première lecture au Sénat, on l'a déjà vu tout à l'heure. Donc je crois qu'on peut montrer un peu d'exigence. L'Assemblée nationale rabotera si elle veut raboter nos critères, mais au moins nous, on aura accompli une. Je vois pas comment on peut être satisfait de ce qui se passe après l'ensemble des scandales qu'il y a eu. Et la liste ne me semble pas satisfaisante. Donc je comprends bien l'équilibre voulu par le rapporteur, ce que je respecte complètement, mais on peut avoir des exigences un peu supérieures. C'est la raison pour laquelle je soutiendrai cet amendement. Merci, chers collègues. Je mets aux voix l'amendement 56 rectifié bis avec 2 avis défavorables de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. L'amendement 73, Madame Brulin, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Je vais faire mien le propos que vient de tenir notre collègue pour nous inviter à faire preuve d'exigence dans cette première lecture du Sénat. Et bien entendu, nous avons adopté l'amendement de nos collègues socialistes à l'instant. Mais nous proposons précisément d'être encore un peu plus exigeants en proposant de définir ce que pourraient être les États et territoires coopératifs et de prendre les choses au positif plutôt que de définir ce que seraient des paradis ou ce que sont des paradis fiscaux. Et donc nous avons décidé en quelque sorte de définir par défaut les juridictions où les travers des partisans du moins-disant fiscal ne sont pas intégrés au droit, par exemple, qui ne pratiqueraient pas de taux d'imposition attractifs, comme pour attirer les investisseurs. Et on pourrait d'ailleurs se demander si le taux annoncé de 7,5% pour l'impôt fédéral sur les sociétés n'est pas le signe qu'il conviendrait de se demander où placer exactement les USA aujourd'hui. Dans le même ordre d'idées, on pourra se demander où placer le Luxembourg, où sont domiciliées quelques officines de conseil en gestion avisées, destinées à une clientèle de gros patrimoine en gestion, aimant la discrétion et d'entreprises à vocation internationale qui n'apprécient guère que leurs activités et placements fassent l'objet d'une trop grande publicité. Cette transparence est un mal nécessaire et doit donc être menée. C'est un combat utile pour que les mentalités évoluent au moins autant que les termes de l'échange entre ce que l'on appelle le Sud et les pays développés, tout simplement parce que la fraude fiscale est aussi bien souvent le corollaire du pillage des économies du Sud, de leurs matières premières, de leurs forces vives, de leur potentiel sans cesse gaspillé. C'est pourquoi nous vous proposons cet amendement et que nous ne doutons pas que vous aurez à cœur de le soutenir. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur général, quel est l'avis de la Commission? Vous êtes un peu déçu, chers collègues, parce que moi, je préfère qu'on inscrive dans la loi ce qui est interdit, et puis qu'on soit dans la liberté, que d'inscrire ce qui est autorisé. Et donc, ça revient concrètement à écrire, à peu près, il n'a pas dit ça, ça consiste à dire tout simplement
finalement, les États et territoires coopératifs, c'est ceux qui ne sont pas coopératifs, c'est ceux qui ne sont pas non coopératifs plutôt. Ça revient un peu à ça. Donc franchement, il vaut mieux écrire ce qu'un État non coopératif que écrire ce qu'un État coopératif. Et j'espère qu'heureusement, il y a quand même plus d'États coopératifs. Sans doute les choses ont bougé. Ça fait un certain temps que je suis dans cette commission et on peut en convenir, on en discuter avec Éric Bocquet. Quand même, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais il y a aussi beaucoup de choses qui ont évolué. Je ne dis pas que la fraude fiscale internationale a diminué, parce qu'il y a aussi un changement des pratiques, une internationalisation. Il y a des grands groupes mondiaux qui aujourd'hui encore échappent à l'impôt, mais on a eu quand même, peut-être au CDE, peut-être d'autres mesures, l'Union européenne, la France, les initiatives ont conduit quand même à réduire le nombre d'États et territoires non coopératifs. Alors après, il vaut peut-être mieux les définir que de faire une liste en disant, voilà, ceux qui sont coopératifs. Donc je préfère très concrètement que la loi inscrive ce qui est interdit plutôt que de dire ce qui est autorisé. En tout cas, c'est... Merci, monsieur le rapporteur général. Même avis, toujours, monsieur le ministre. Avis négatif également du gouvernement. Je mets aux voix l'amendement 73 avec ce double avis négatif, défavorable. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Nous arrivons à deux amendements identiques. D'abord le 57 rectifié bis. Monsieur Joly. Oui. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'objet de l'amendement est de supprimer l'exclusion des pays européens de la liste française des États et territoires non coopératifs. En fait, cet amendement vise à nous interroger collectivement sur l'exclusion de ces États de la liste des paradis fiscaux tels que les Pays-Bas, l'Irlande, le Luxembourg, autant de juridictions qui ont été évoquées dans divers scandales au cours de ces dernières années. Si l'Union européenne est elle-même en pointe dans la lutte contre l'évasion fiscale, ce n'est pas le cas de tous les États membres. L'existence de pratiques aussi inventives que le sandwich hollandais ou les rescrits accordés à l'égard de multinationales comme Apple par l'Irlande le démontrent. Le Parlement européen lui-même, dans son ensemble, a regretté que les États membres de l'Union européenne soient exclus a priori de la liste noire commune établie en décembre 2017. Cet amendement donc appelle le gouvernement à résolument agir auprès de l'Union européenne afin de mettre fin à ce gâchis massif de ressources. Rappelons les propos du président de la République lui-même dans son discours de la Sorbonne du 26 septembre dernier. Il évoquait que la divergence fiscale fournit une forme de désunion, désagrège nos propres modèles et fragilise toute l'Europe. On ne peut pas bénéficier de la solidarité européenne et jouer contre les autres. Merci, chers collègues. L'amendement suivant, le 72, est identique et est défendu par monsieur Bocquet. Oui, Monsieur le Président, quelques rappels quand même sur ce sujet. Nous sommes en effet, avec la liste et la définition des États et territoires non coopératifs dans le champ de la fraude fiscale de haut vol, il faut le rappeler, celle qui traverse les frontières, ignore les océans et adore les algorithmes. L'article 11 présente quelques défauts, dont le moindre n'est pas de conditionner l'existence d'une liste noire à une forme d'accord européen, puisque la liste produite par le Conseil des ministres des Finances aurait plus de sens que celle fixée par la France à partir du travail de son administration. Cette difficulté n'est pas secondaire et elle se double d'un postulat pour le moins discutable, celle qui veut que les États et territoires situés en Europe ou contrôlés et gérés par des États membres de l'Union européenne bénéficient d'une sorte de présomption d'innocence et de respect des recommandations internationales en matière de transparence fiscale. C'est oublier que l'Europe ne comprend pas que des États et territoires parfaitement coopératifs et parfaitement libérés de la pression du moins-disant fiscal. L'Europe, c'est sûrement le couple franco-allemand, si souvent célébré, l'Italie, la Pologne, la Slovénie ou la Catalogne, mais c'est aussi Jersey, Guernesey, l'île de Man, l'archipel des Açores, les Canaries, sans parler de Saint-Martin, d'Aruba, de Curaçao, de la Polynésie française ou encore du Luxembourg, des tax rulings irlandais et de la discrétion des banques autrichiennes. Et la Suisse, par ses accords, est libérée de toute inquiétude alors qu'elle comprend sur son territoire des cantons qui ont fait de l'optimisation fiscale leur principal atout touristique. Pour donner quelques idées, selon la Banque mondiale, les îles anglo-normandes présentaient un PIB de 11,5 milliards de dollars, les plaçant en 129e position pour la richesse à l'échelle planétaire devant des pays comme le Sultanat de Brunei, les Bahamas, mais aussi le Mozambique, la République du Congo ou encore le Tchad, l'Arménie
et Madagascar, excusez du peu. L'île de Man, à la même période, disposait d'un PIB de 6,8 milliards de dollars, devant des pays comme la Mauritanie, le Togo ou le Monténégro, sans mépris, bien sûr, pour ces États. Aruba est plus riche que le Libéria, le Burundi, la République centrafricaine ou que la République du Cap-Vert. Nous avons, derrière la façade de l'Union, une arrière-cour étrangement peuplée qui mérite pour le moins que nous nous y intéressions. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur général, quel est l'avis de la Commission? Je remercie Éric Bocquet parce que dans cette matière un peu aride qu'est la fraude fiscale, on voyage ce soir, hein, donc d'îles plus ou moins sympathiques, d'endroits plus ou moins agréables, donc ça nous fait un petit peu voyager. Il y a deux difficultés dans l'amendement. La première difficulté que je vois, c'est déjà, est-ce qu'il y a lieu d'inscrire? Je suis bien d'accord que un certain nombre d'États ou des territoires qui ont été cités ne sont pas sans doute sur le plan, par exemple, des taux bas, ce qui pratique des taux offshore, etc., ne sont d'autres pas les plus exemplaires en la matière. Ça, c'est un vrai sujet. Deuxième question, par contre, est-ce qu'ils pratiquent l'échange d'informations? Est-ce que l'administration fiscale, et sans doute le ministre est le plus à même de nous répondre, si elle interroge ses homologues de Guernsey, de Jersey, de Chypre, est-ce qu'il y a une effectivité, parce que c'est comme ça aujourd'hui qui est intéressant, c'est pas juste d'être inscrit sur une liste, ce qui est derrière la liste. On l'a bien vu avec le Panama, lorsque le Sénat avait refusé de sortir le Panama et qu'ensuite on a dû le réinscrire. C'est qu'il ne suffit pas d'être inscrit sur une liste. Quelle est la valeur d'une liste? Il s'agit que ça soit effectif. Et ça, c'est la vraie question. Bon, et là, le ministre peut sans doute nous éclairer, parce qu'il a la pratique que nous n'avons pas. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ces États que vous avez cités, membres de l'Union européenne, l'échange d'informations est pratiqué, ou est-ce que ces États ne répondent pas aux pratiques le secret fiscal? S'il y a un échange d'informations, il n'y a pas forcément lieu de les inscrire sur la liste. Il y a une vraie difficulté pour moi, et qui me conduit à une demande de retrait, c'est la conséquence de l'inscription sur la liste. La conséquence de l'inscription sur la liste, c'est notamment la possibilité d'avoir des majorations de taux, un certain nombre de mesures, notamment, c'est ça l'intérêt, c'est de pouvoir, en particulier, avoir des taux majorés. Sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, ou de pouvoir ne pas avoir des taux dissuasifs, notamment des retenues à la source majorée. Or, c'est interdit par les directives européennes qui priment malheureusement sur nos lois et nos règlements. Donc ça veut dire concrètement, on peut toujours inscrire un État à l'Union européenne. Imaginons qu'on dise on va inscrire un de ces États sur les listes de l'Union européenne. Par ailleurs, les directives nous interdiraient de pratiquer des taux, des retenues à la source majorées. Donc quels seraient les faits? Il serait sans doute très satisfaisant sur le plan intellectuel et dépourvu de conséquences sur le plan pratique. Donc c'est un petit peu embêtant, mais peut-être que le gouvernement, c'était pour cette raison que je souhaite entendre le gouvernement. Par ailleurs, je crois que le ministre nous avait dit en mars 2018 qu'il n'était pas défavorable sur le principe à inscrire, il n'y a pas d'opposition de principe, même si c'est compliqué sans doute de les relations avec nos partenaires, d'inscrire des pays de l'Union européenne. Bon, voilà, mais j'ai deux réticences et une interrogation sur le caractère effectif de l'échange avec ces pays. Merci, monsieur le rapporteur général. Monsieur le ministre. Oui, la difficulté que nous avons tout à l'heure, comme dans notre discussion, c'est finalement la liste établie, comment on peut constater que nous sommes ou pas dans une discussion qui consiste à ne pas fermer les yeux et à ne pas travailler avec des États qui seraient non coopératifs. J'ai l'impression que la discussion qu'on a eue tout à l'heure et que vous avez avec le rapporteur général, c'est qu'apporte la liste, le problème, c'est parfois les pays. Le problème de l'Union européenne, c'est que pour l'instant, c'est déclaratif. Il suffit qu'un État dise pour l'instant qu'il fait un certain nombre de choses que l'Union européenne lui demande de faire, et ce pays sort de la liste. Et puis dans un an, ce sera, vous le savez, constaté, et nous aurons sans doute ce débat avec des pays qui peut-être rentreront, après avoir dit qu'ils feraient les choses pour entrer dans le droit chemin que lui définit l'Union européenne, et ben voilà, ils seront constatés qu'ils ne l'ont pas fait et rentreront sur la liste. Donc il faut accepter ce moment qui a été négocié de notre pays avec l'Union européenne pour savoir ce qui relève ou pas d'une liste à compléter ou non. En ce qui concerne l'Union européenne, nous pourrions tout à fait, monsieur le sénateur, inscrire des pays de l'Union européenne sur cette liste, à la condition, monsieur le rapporteur général l'a très bien dit, que ce soit des États avec qui nous n'ayons pas d'échange de renseignements. Et je suis obligé de vous dire qu'il n'y a pas d'État dans l'Union européenne avec la France n'entretient pas des échanges de renseignements pour lutter contre les aspects de fraude fiscale. Alors, si jamais c'était le cas, et je l'ai dit que ça ne me gênerait en aucun cas, d'inscrire un pays de l'Union européenne sur cette liste si nous avions effectivement de grandes difficultés, voire plus du tout d'échange d'informations avec ce pays,
ce qui poserait d'ailleurs un problème très important à ce pays, puisque ça veut dire qu'il est en dehors des règles que l'Union européenne s'est elle-même fixées. Peut-être que la question se posera au lendemain du Brexit, lorsque la Grande-Bretagne partira de l'Union européenne. Vous avez cité la Suisse, vous savez mieux que moi encore, monsieur le sénateur, que ce n'est pas le même statut que tous les pays membres de l'Union européenne. Mais les échanges d'informations que nous avons avec les pays de l'Union européenne, même si nous pouvons apporter quelques jugements sur un certain nombre de façons de vivre la fiscalité, et j'ai déjà dit ce que j'en pensais pour certains pays qu'on pourrait se poser des questions sur les règles fiscales et la solidarité fiscale de l'Union européenne, ne doivent pas faire partie de la liste. Ça ne veut pas dire qu'ils ne feront pas un jour partie de la liste, ça veut dire qu'aujourd'hui, le ministre que je suis constate que nous avons des échanges d'informations avec chacun des pays de l'Union européenne et qu'à ce titre, ils ne peuvent pas être mis sur la liste, sauf à être nous-mêmes condamnés par cela. Merci, monsieur le ministre. Madame Goulet, pour explication de vote. Je suis désolée, monsieur le ministre, je voudrais pas avoir l'air désagréable, mais en matière de lutte contre la fraude fiscale, je comprends bien ce que vous nous expliquez, ce que le rapporteur général explique. Ben enfin, on joue au football avec les règles de basket. Enfin, vous voyez bien qu'on n'est pas du tout équipé pour lutter contre la fraude fiscale. Alors, les échanges de renseignements, alors on va retirer de la liste, on va le remettre sur la liste, et puis si jamais ils remplissent pas les conditions, alors l'année prochaine peut-être qu'on les remettra, etc. Mais vous voyez qu'il y a un décalage complet entre les pesanteurs de l'administration et nos règles à nous et les règles de la fraude. Enfin, c'est l'obus et le blindage. Moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre, et je comprends très bien les rigueurs du droit et ce que vous êtes en train de nous expliquer, parce qu'on est quand même là pour faire du droit. Mais en même temps, on est aussi là pour donner des signaux. Et je trouve qu'en matière de signaux, ils sont pas très optimistes sur la façon dont on peut venir à bout de ces territoires non coopératifs. Donc, moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre qu'on puisse pas être un peu plus agressif. Puisque les autres ont une fraude agressive, je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas une législation un peu plus agressive. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre. Je pense que c'est un point important pour qu'il n'y ait pas de quiproquo entre nous. Et ainsi, peut-être que je continuerai à défendre par même avis les amendements suivants qui ne seraient pas conformes à la volonté du gouvernement. Je pense, madame la sénatrice, qu'il faut distinguer deux choses. Il y a les pays, et notamment les pays de l'Union européenne, qui ont une fiscalité agressive, ou que nous jugeons agressive, et dont nous souhaitons qu'ils aient à peu près la même fiscalité dans une Europe pour éviter des concurrences qui pourraient s'apparenter à une optimisation, ou en tout cas un jugement qui considère que dans la même Union, avec des pays qui sont frères et sœurs, on ne peut pas avoir la fiscalité qu'ils ont. C'est la discussion que nous avons avec l'Irlande ou avec d'autres pays. Et puis il y a les États qui ne sont pas coopératifs. C'est-à-dire ceux qui n'acceptent pas l'idée, c'est le principe de la liste, d'ailleurs elle s'appelle non coopérative, d'échange d'informations. C'est ce que vous demandez dans l'inscription des pays de l'Union européenne. Il n'y a pas, je ne peux pas vous le dire autrement, de pays de l'Union européenne avec qui nous n'avons pas d'échange d'informations. Donc il n'y a aucune raison, ce n'est pas une raison juridique, il n'y a aucune raison politique pour les mettre sur une liste, puisque nous échangeons des informations avec eux. Que par ailleurs nous ayons des jugements sur la politique fiscale de tel ou tel pays, c'est autre chose. Mais ce n'est pas cette liste. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense qu'il faut que vous retiriez vos amendements ou un avis défavorable. Merci, monsieur le ministre. Je vais mettre aux voix les amendements identiques 57 rectifié bis et 72 avec un double avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ils ne sont pas adoptés. Madame Goulet, pour le 54. Oui, monsieur le ministre, mon amendement est totalement inconstitutionnel, je le sais. Voilà. Et ben voilà. Mais néanmoins, oui, ben ça je sais. Mais comme je ne désespère pas, comme j'ai dit en discussion générale, qu'on rajoute la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale à l'article 34, je pense qu'à un moment ou à un autre, on pourra associer le Parlement à l'élaboration de cette liste. Parce que à chaque fois, on arrive à la fumée des cierges,
Le Parlement a absolument rien à faire et on se retrouve devant une liste sur laquelle on ne peut absolument pas. Vous avez vous-même cité le Panama et Nicole Bricq dans cette maison et nous-mêmes à l'époque, nous étions opposés fermement à la réinscription du Panama ou plutôt au retrait du Panama de la liste. Ça n'a pas empêché l'Assemblée nationale de l'inscrire. Donc vous voyez que le rôle du Parlement est quand même assez réduit et je pense que ce serait le moment ou jamais de lui redonner un peu de pouvoir. Donc c'est un amendement d'appel. Vous allez m'expliquer que c'est anticonstitutionnel. Je vais le retirer, mais au moins j'aurai eu le plaisir de le défendre. Merci. Merci, chers collègues. Est-ce qu'un peu plus de calme pourrait régner dans l'Assemblée, s'il vous plaît? Merci. Je vais demander l'avis de la Commission pour cet amendement inconstitutionnel. Il est retiré. Merci, chers collègues. Nous arrivons à 3 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Monsieur Rambaud pour le 86. Même raison que le gouvernement pour un amendement pragmatique que le ministre va excellemment bien présenter. Merci. Merci, chers collègues. Donc le 100, défendu par Monsieur le ministre. Oui, j'allais dire que l'amendement est quasiment soutenu après la démonstration brillante de Monsieur le sénateur. En fait, l'idée est de revenir au texte initial du gouvernement, parce que si le gouvernement partage la volonté de la Commission et de son excellent rapporteur général de favoriser l'échange automatique de renseignements sur les comptes financiers, il n'est pas favorable à l'évolution proposée par Monsieur le rapporteur général et par la Commission. D'abord parce que l'effectivité de l'échange automatique de renseignements est en effet déjà prise en compte par la liste européenne des pays et territoires non coopératifs. Ensuite, parce que le critère retenu pour cette inscription par le texte issu des travaux en commission s'écarte par rapport à celui du Conseil de l'Union européenne, s'agissant de la liste européenne, et donc contraire à la volonté du gouvernement d'appliquer strictement les critères adoptés à l'unanimité des États membres. Ça fait suite à une négociation, Monsieur le rapporteur général, on l'a évoqué tout à l'heure. Et enfin, parce que l'absence de support juridique permettant l'échange automatique ne signifie pas nécessairement que l'autre État ne coopère pas aujourd'hui avec la France. Comme l'a très bien dit Monsieur le sénateur de La République En Marche, il s'agit d'un amendement pragmatique. Je mets aux voix l'article 11. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Sur l'article 1er supprimé par la Commission, 2 amendements identiques de rétablissement. Amendement du gouvernement. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur général. Madame la rapporteure, vous l'avez évoqué tout à l'heure, je l'ai évoqué moi-même. Certains ont pris pour ou contre position sur l'article 1er tel que proposé par le gouvernement. De quoi s'agit-il? Il s'agit de créer un service de police fiscale à Bercy, sous l'autorité d'un magistrat. Évidemment, ce n'est pas le ministre de l'Action et des Comptes publics. Tout à l'heure, il a été dit le ministère des Finances. C'est le ministère du Budget qui aurait cette responsabilité d'une police fiscale qui pourrait être saisie par des magistrats pour enquêter, notamment sur les cas très précis de fraude fiscale et précisément avec les technicités qu'ont les agents qui seraient sous l'autorité de ce magistrat. J'ai entendu guerre de police. Ce n'est pas possible et ce n'est pas exact. Ce n'est pas possible parce qu'il s'agit bien de magistrat qui choisira à qui confier telle ou telle enquête. Ce ne sont pas les polices qui s'autosaisiront, évidemment. Et ce n'est pas exact parce que, devant l'énorme travail qu'il faut faire, des services spécialisés dans des circonstances avec des enquêtes qui doivent être de plus en plus spécialisées sont totalement nécessaires. Je voudrais souligner que lorsqu'il y a eu les Panama Papers, M. Bocquet évoquait tout à l'heure le scandale, que s'est-il passé lorsqu'il y a eu des soupçons de fraude fiscale? Le parquet national financier a réuni les services, notamment la Direction générale des finances publiques, mais aussi des services d'enquête, et notamment des services d'enquête qui dépendent du ministère de l'Intérieur ou de personnes qui font ces enquêtes au ministère de l'Intérieur, et se sont mis d'accord pour travailler je veux dire, séparément, l'un dans le cadre d'enquête et l'autre en faisant ses contrôles. Et il n'y avait pas de guerre des services, et pourtant on a demandé à la Direction générale des finances publiques, qui avait peu de moyens, en tout cas pas les moyens que nous proposons de mettre ici dans la loi, pour pouvoir justement faire ce travail d'enquête fiscale plus spécialisé
Et c'est bien ce qu'on demande à des services comme la DGFiP de le faire dans un cadre qui n'est pas aujourd'hui très encouragé par la norme dans son action. Surtout qu'il n'y a pas de monopole de l'enquête fiscale par les services du ministère de l'Intérieur. Monsieur Perben a créé un service d'enquête douanière qui a d'ailleurs démontré sa grande efficacité. Rien que l'année dernière, c'est quasiment 900 millions d'euros de saisies qui ont été faites par ce service d'enquête douanière. Et ce service d'enquête douanière, il est sous l'autorité d'un magistrat, en l'occurrence d'une magistrate, à Bercy, en l'occurrence sous l'autorité du ministère des Comptes publics. Et il a démontré son efficacité, notamment lorsqu'il s'agit de dossiers que lui confient les magistrats, lorsqu'on a des circuits de blanchiment ou des circuits de contrefaçon. Et ça permet de mieux intervenir sur des dossiers qui sont parfois complexes. Tout à l'heure, vous évoquez le fait qu'il faille mettre plus de moyens, sans doute, à la BNRDF. Je signale quand même que le ministère de l'Intérieur, depuis la création de la brigade nationale, a quand même changé un peu de priorité. Depuis quelques années, notre pays est quand même très largement concerné par des questions de sécurité et de terrorisme, et que le ministère de l'Intérieur lui-même, qui souhaite bien sûr garder ce service et qu'il faut garder, on ne propose pas la suppression de ce service, on propose le complément de ce service par un autre service d'enquête, mérite d'être entendu. D'abord parce que la fraude est de plus en plus sophistiquée, et ça a été dit, ça a été redit. Les moyens qui sont à Bercy pour lutter contre cette fraude ne sont pas à la hauteur de la spécificité qu'ont les fraudeurs pour échapper à l'impôt. Ça a été dit et ça a été redit. Et puis troisièmement, le ministère de l'Intérieur peut avoir, et on peut l'imaginer, mais on l'imagine fortement, d'autres priorités que celle de lutter contre la délinquance économique et financière. Nous ne proposons pas de diminuer les agents de la BNRDF. Nous proposons de créer un nouveau service et qui sera à l'utilité des magistrats choisis. Je pense que c'est vraiment un quiproquo que de considérer, Madame la rapporteure, que j'ai co-tutelle ou co-administration, comme vous l'avez dit, ce qui est intégralement faux avec ce service. Ce service ne dépend bien que du ministère de l'Intérieur. Il y a des agents de la DGFiP qui sont mis à disposition. Et d'ailleurs, ce qui est un peu anormal, si vous me le permettez, c'est qu'aucun de ces agents n'est chef, finalement, de ce service. Puisque c'est bien toujours un policier qui le commande, et c'est toujours des agents de la DGFiP qui font en partie un peu le travail. Et on pourrait imaginer que dans le cadre d'enquête fiscale, c'est ce que nous proposons dans la police fiscale, c'est ce qui se passe d'ailleurs dans la police douanière, excusez-moi cette expression un peu malheureuse, on pourrait imaginer que les agents de la DGFiP, parce qu'ils connaissent les montages frauduleux, sont plus capables de gérer un certain nombre de dossiers qui seraient typiquement de la fraude fiscale et qui ne seraient pas d'autre chose que de la fraude fiscale. Pour toutes ces raisons, moi je propose le rétablissement de l'article 1er. Je vous donner quelques exemples sur le sujet de la procédure judiciaire d'enquête fiscale qui, depuis 2009, a créé la BNRDF. Il y a eu 500 dossiers déposés par la DGFiP pour à peu près 5 milliards d'avoirs. Depuis tout ce temps, la BNRDF, c'est 200 millions de recouvrements. Et je peux constater avec vous que c'est à peu près 50 dossiers par an et il y a à peu près 6 ans d'attente, si j'ose dire, de dossiers. Nous avons un service d'enquête douanière qui a, parce qu'il a l'habitude aussi du fonctionnement de Bercy, qui pourrait utilement aider cette police fiscale. L'idée n'est pas de le confondre, mais de les mettre à côté, si j'ose dire, en lien. Et ce travail montre son efficacité, puisque, comme je vous l'évoquais, rien que l'année dernière, le service des enquêtes douanières, c'était plus de, à peu près, de 900 millions d'euros de saisie. Donc je crois qu'il ne s'agit pas de guerre de police, il ne s'agit pas de supprimer un service pour un autre, il s'agit de compléter l'arsenal que les magistrats auraient sous leur responsabilité avec des enquêteurs dont le travail pourrait être des travails d'enquête approfondie. C'est déjà le cas des perquisitions, ce serait le cas de mise sur écoute, ce serait le cas de garde à vue, ce serait le cas de filature. Et ce travail ne serait que pour la fraude fiscale. Les mêmes critiques ont eu lieu sous le ministre Perben. Pourquoi créer un service d'enquête douanière? On s'aperçoit aujourd'hui, et ça a été dit dans plusieurs rapports parlementaires, que ce service d'enquête douanière est extrêmement efficace, qui correspond à certaines enquêtes proposées par les magistrats. Et donc c'est avec force que je milite pour le rétablissement de l'article 1er et la création de cette police fiscale. Merci. Donc sur cet amendement de rétablissement, l'avis de la commission. L'amendement identique, excusez-moi, Monsieur Rambaud alors.
Oui, merci Monsieur le Président. Oui. Donc tout à l'heure, lors de mon intervention, au moment de la discussion générale, j'ai effectivement exprimé fortement notre souhait de voir le rétablissement de cet article 1. Donc cet amendement, effectivement, a pour objectif de le rétablir. J'ai aussi entendu tout à l'heure les arguments de Madame la rapporteure contre la création d'un nouveau service composé d'officiers fiscaux judiciaires au motif que la BRDF suffirait. Je crois qu'il ne faut pas se tromper effectivement sur les missions de cette brigade RDF. Elle intervient en effet sur un champ d'enquête bien plus large que les seuls dossiers de présomption caractérisés de fraude fiscale, c'est-à-dire des dossiers où la fraude fiscale n'est qu'un élément de l'affaire. Ce que propose le gouvernement et qui vient d'être très bien dit par Monsieur le ministre, c'est bien de créer un nouveau service spécialisé sur la fraude fiscale face au nombre croissant de dossiers complexes. Voilà une proposition plus qu'utile. Par ailleurs, chers collègues, soyons-en conscients, refuser la création de cette police fiscale, ça ne se traduira pas par davantage de personnel au sein de la brigade BRDF. Merci. Merci. Donc, Madame Nathalie Delatte, l'avis de la Commission sur ces deux amendements identiques. Oui, alors écoutez, la commission des lois, qui a été suivie sur ce point par la commission des finances, n'a pas du tout été convaincue par l'utilité de créer ce nouveau service d'enquête fiscale au sein du ministère du Budget, tout comme le Conseil d'État qui a donné un avis défavorable. Il existe déjà au ministère de l'Intérieur, on l'a dit, la BNRDF, qui est dirigée par un commissaire de police issu du ministère de l'Intérieur et qui est co-dirigée par un inspecteur des finances publiques issu de Bercy. Cette BNRDF est compétente pour enquêter à la demande du parquet ou d'un juge d'instruction sur les affaires complexes qui nécessitent des investigations. Le nouveau service que le gouvernement propose de créer aurait le même champ de compétences que la BNRDF et serait donc un service non pas complémentaire mais concurrent. Parce que contrairement à ce que vous dites, elle n'a pas changé de priorité, la BNRDF. C'est dans les textes, elle ne peut faire que de la fraude fiscale ou du blanchiment pour fraude. Effectivement, elle n'a pas dévié de ses compétences, elle est uniquement sur ce champ-là. D'ailleurs, un tiers des dossiers qui lui sont confiés par le PNF visent des affaires complexes. Et dès lors qu'un aspect incident, comme il le dit, c'est-à-dire que si l'on suspecte un trafic de drogue pendant qu'on est en train d'enquêter sur de la fraude fiscale, cet incident n'est pas traité par la BNRDF, mais va être traité par la police locale. Donc cette BNRDF est bien centrée sur sa mission de fraude fiscale. Puis il n'y a pas 260 affaires ou 600 affaires, comme vous le dites. Moi, j'ai le stock des affaires ici qui m'a été remis. Mais nous avons 205 affaires en cours d'instruction. Le traitement moyen des dossiers de la BNRDF est de 24 mois, sans compter, alors ça dépend comment vous comptez, sans compter le délai des GFIP avant la saisie, et le délai tribunal après. Alors c'est vrai qu'on peut après rentrer dans une bataille de chiffres. 200 millions par les douanes, 75 millions en 2017 par la BNRDF, mais ça dépend complètement des dossiers. Ce sont peut-être pas les mêmes, c'est pas les mêmes enjeux financiers, donc il est difficile effectivement de se prononcer par rapport à des chiffres donnés. Puis, moi je vais vous dire, la BNRDF, elle a un grand atout, en tout cas, qu'il faudrait conserver. Puisque vous nous dites que vous rétablirez cette police à l'Assemblée nationale, un atout que l'on ne retrouve pas dans le nouveau service que vous préconisez, c'est la mixité des fonctions. C'est-à-dire qu'il y a des officiers de police judiciaire qui ont été formés pour la contrainte, maniés à la contrainte, maniés aux perquisitions, maniés aux auditions et entraînés aux auditions. Et puis il y a les officiers fiscaux judiciaires qui, eux, sont d'excellents contrôleurs fiscaux et qui, même s'ils font une formation de police qui ne dure que 3 mois, n'a pas les mêmes capacités et ne sera pas plus protégé des erreurs de forme, comme vous le disiez tout à l'heure. Donc moi, je pense que cette mixité est vraiment très importante à conserver. Et puis, moi, la guerre des polices, elle aura lieu parce qu'elle aura lieu dans le recrutement. Aujourd'hui, il n'y a que 42 officiers fiscaux judiciaires qui ont été formés. Donc, vous allez déshabiller Paul pour habiller Pierre, c'est évident. Donc, moi, je ne peux que maintenir mon avis défavorable. Merci. Donc, explication de vote, Monsieur Laménie. Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, concernant
ces deux amendements qui rétablissent cet article 1. Et c'est vrai, il y a quelque temps, Monsieur le Ministre, vous nous avez envoyé, j'irai un courrier avec l'étude d'impact, un document de 72 pages très complet, très détaillé, et notamment dans cet article premier, il est fait référence à l'historique un petit peu de mise en place, et notamment la loi de finances loi de finances rectificative de 2009 dans l'état des lieux, dans lequel cette brigade nationale a été créée. Donc créée en 2010 et dépendant du ministère de l'Intérieur. Alors concernant, je dirais, dans le cadre de l'éventuel rétablissement de cet article premier, Monsieur le ministre, vous évoquez en termes d'impact, impact budgétaire, impact des moyens humains, et vous évoquez un redéploiement d'une trentaine de personnes, des effectifs au niveau de la DGFiP, avec les nouvelles dispositions. Bon, les moyens humains sont quand même très importants, il faut aussi le dire, et la DGFiP a quand même sur nos départements respectifs, a été largement impactée par des baisses d'effectifs et de moyens humains dans nos départements respectifs. On peut témoigner les uns et les autres. Donc, dans ce cadre de rétablissement de l'article 1er, et je rejoins notre collègue de la rapporteure pour avis de la Commission des lois, que dans le fond, c'est aussi, je dirais, il y a des services qui existent, cette brigade nationale qui a aussi vraiment un rôle important et une histoire aussi et qui peut jouer. Donc, pourquoi concurrencer ? Je pense que c'est ça aussi quand même qui nous interroge. Donc c'est pour ça que je me rallierai bien entendu aux avis de notre commission des finances. Merci. Donc Monsieur Carcenac. Oui, merci Monsieur le Président. J'ai eu l'occasion lors de ma présentation tout à l'heure dans le débat général de dire que cette création d'une police fiscale était importante et intéressante. Elle est intéressante à double titre parce que, contrairement à l'avis du Conseil d'État tel que celui-ci a été exprimé, il y a actuellement une police douanière et il y a le service de la Brigade nationale. Et il n'y a pas de concurrence des polices pour le moment. Par ailleurs, lorsqu'on examine la situation et lorsqu'on a auditionné le 18 juin, ici même, les avocats généraux de la Cour de cassation, lorsque nous avons entendu Madame Solange Moracchini, qui a été chef de service du service de la police douanière, entre guillemets, elle a trouvé dans cette organisation que rien ne l'a choqué, la nouvelle proposée actuellement. Ma seule réserve était de dire que les 30 agents qui seront prélevés risquaient d'être prélevés sur le contrôle fiscal et que donc de ce côté-là, on déshabille un petit peu le contrôle fiscal. Ce n'était que ma seule réserve. Pour le reste, ce service sera sous la présidence d'une magistrate, contrairement d'ailleurs à la Brigade nationale qui, elle, est dirigée par un commissaire. Donc vous le voyez bien, il y a une protection dans ce cadre-là et je pense que cette création d'une police fiscale est intéressante et donc je propose que notre groupe puisse voter cet article. En explication de vote, Monsieur Patriat. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je reprends tout à fait à mon compte les arguments de mon ami Thierry Carcenac, qui a, je crois, posé les termes du débat et de l'enjeu auxquels nous voulons répondre. Je me suis entendu dire au cours de ces débats que le groupe La République En Marche ferait du papier-collé en déposant un amendement similaire à celui du gouvernement. Alors, mes chers collègues, je voudrais vous rappeler que sur tous les textes que nous venons d'examiner, et nous avons fini fort tard encore hier soir sur un projet de loi agricole, il m'a semblé que le groupe La République En Marche était le groupe qui déposait le moins d'amendements, qui prenait le moins de la parole, qui faisait le moins durer les débats, qui ne faisait pas de redondance. Et donc, que quand nous déposons un amendement, parce que nous pensons que le gouvernement a raison de rétablir le texte tel qu'il est et tel qu'il a voulu le faire aujourd'hui, non, cher Monsieur le Président de la Commission des Finances, demandez-moi le nombre d'interventions qu'a fait le groupe sur le texte que nous venons d'examiner pendant 4 jours. Et vous verrez que si tout le monde avait fait comme nous, eh bien, il y aurait eu
beaucoup moins de durée des débats et beaucoup moins de redondance. Mais nous vous avons écouté avec attention et avec respect, sans jamais vous interrompre. Je pense que le gouvernement a raison de redéposer cet amendement que nous déposons aussi, parce que j'ai compris que sur tous ces bancs, il y avait une unanimité pour lutter efficacement contre la fraude fiscale. Et que le fait aujourd'hui d'avoir une police fiscale qui ne vient pas en redondance avec d'autres, mais en complément, me paraît utile pour lutter contre ce fléau que nous voulons tous dénoncer. Je vous remercie. Merci. Explication de vote, Monsieur Éric Bocquet. Oui, nous pensons effectivement qu'il ne faut pas rétablir cet article 1er. L'avis du Conseil d'État, auquel on se réfère rarement dans ce groupe, mais quand même, il parle d'une concurrence très claire entre ce nouveau service et les services existants. C'est quand même pas rien d'avoir cette indication à prendre en compte. Je rappellerai la chute spectaculaire des effectifs depuis 20 ans, les 38 000 emplois. C'est quand même extraordinaire. Quelle entreprise, quelle administration aurait supporté un tel choc? Alors, je veux rappeler quand même qu'il y a 6 directions à compétence nationale sur le sujet. Je vais les énumérer quand même. La direction des vérifications nationales et internationales, la direction nationale d'enquête fiscale, la direction nationale des vérifications de situation fiscale, la direction des impôts des non-résidents, la direction des grandes entreprises et la direction nationale d'intervention domaniale. On ajoutera à ça la BNRDF, la police douanière. Ça fait beaucoup de monde. Franchement, il y aurait besoin de coopération, de rationalisation et de renforcement des effectifs de manière conséquente. Dernier élément, je suis un peu surpris de ce que notre collègue Rambaud dit en disant que si la police fiscale n'est pas créée, les moyens dévolus à cette police fiscale, ne vous inquiétez pas, vous ne les retrouverez pas dans les services existants. C'est bien ça que vous avez dit. Donc vous avez des informations de Bercy là-dessus sur le loi de finances? Monsieur Bocquet, merci. Monsieur le ministre. Oui. Non, Monsieur Bocquet, je ne peux pas vous laisser dire ce que vous avez dit. Bon, d'abord, il n'y a pas eu 38 000 suppressions de postes dans le contrôle fiscal, puisque depuis 2 gouvernements, le service du contrôle fiscal est sauvegardé de toute suppression d'emplois. Donc, oui, mais la DGFiP, vous êtes au courant que, d'ailleurs, si 38 000 personnes qui feraient du contrôle fiscal en France, ce serait très important. Hein. La DGFiP, c'est 107 000 agents. Ce n'est pas, monsieur le sénateur, que je vais apprendre que la DGFiP ne fait pas que du contrôle fiscal. Bien. Donc, ça fait 10 ans, dans 2 gouvernements successifs, de 2 couleurs politiques, que le nombre d'agents du contrôle fiscal n'a pas été touché. Donc, on peut avoir une discussion sur la modernisation des services publics si vous le souhaitez, mais ça ne sert à rien d'utiliser des arguments de tribune qui ne sont pas conformes à la réalité des choses. La deuxième des choses, monsieur le sénateur, si vous me le permettez, vous avez confondu les carottes avec un autre légume, si vous me permettez cette expression. Vous avez confondu des services judiciaires dirigés par des magistrats, c'est le cas notamment du service d'enquête douanière qui est à Bercy, mais dirigé par un magistrat, et puis des services de contrôle fiscaux. Alors, il faut aussi avoir la cohérence du groupe communiste avec lui-même, puisque vous êtes plutôt du genre à nous encourager à donner tout à la justice. Quand vous dites on va créer un service de justice supplémentaire, vous dites non, vous avez déjà assez de services de contrôle administratif. Bon, donc voilà, monsieur le sénateur, très franchement, vous ne pouvez pas confondre dans un débat aussi sérieux que celui-ci des services de contrôle administratif qui sont sous l'autorité du ministre et des services judiciaire. Je vous propose d'en créer un nouveau, parce que, contrairement à ce que dit madame la rapporteure, la BNRDF, elle fait un travail très important, mais y compris et surtout autour du blanchiment. Ce n'est pas du tout la même chose que s'intéresser à la fraude. Voilà, c'est pas le même métier. C'est pas le même métier. Voilà. Donc après, je trouve assez totalement contre-intuitif que de vouloir lutter contre la fraude et supprimer un service d'enquête que nous voulons créer en plus. Voilà, c'est un peu particulier. Mais voilà, je remercie le sénateur Patria et monsieur le représentant du groupe socialiste Carcenac de leur soutien, parce que je pense que, en l'occurrence, en ce qui concerne monsieur le sénateur du groupe socialiste, il sait de quoi il cause, puisqu'il en a longtemps travaillé à la DGFiP. Quand on confond les contrôles, quand on confond les services de contrôle administratif avec les services judiciaires, effectivement, on n'est pas tout à fait dans un discours qui consiste à s'intéresser objectivement à un service de contrôle. En plus, moi je le dis très profondément, monsieur le sénateur Bocquet, je ne comprends pas cette position. Je peux comprendre à la limite celle de madame la rapporteure, qui est assez cohérente avec le fait qu'on doit être au sein du ministère de l'Intérieur et que Bercy ne doit pas avoir des moyens supplémentaires en ce qui concerne les enquêtes. Bon, pourquoi pas, c'est une cohérence. Mais là, monsieur Bocquet, je pense que vous êtes assez loin de ce qu'il faudrait faire en termes de services de justice pour lutter plus précisément contre les fraudeurs fiscaux, ceux qui sont coupables de fraude fiscale et qui ont des moyens beaucoup plus importants qu'aujourd'hui que la DGFiP. Voilà, c'est dommage. Un rendez-vous raté pour vous.
Merci. Explication de vote, Madame Nathalie Goulet. Oui, une fraction de seconde, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, juste pour dire que le groupe de l'Union centriste suivra les conclusions à la fois de la Commission des lois et de la Commission des finances et maintiendra la suppression de ce dispositif. Merci. Explication de vote, Madame Taillé-Polian. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, oui, vous avez le soutien qui reste interrogatif parce que nous aussi, nous nous sommes posé la question de ces différents services, de la façon dont ils allaient travailler ensemble. Mais vous avez le soutien du groupe socialiste sur cette question. Mais les choses que nous avons entendues, du fait de prélever des agents sur le contrôle pour créer ce service, nous inquiètent très fortement. Parce qu'il ne faut pas, je dirais, déshabiller Pierre pour habiller Paul. Et il faudra qu'au moment du projet de loi de finances 2019 et à venir, on puisse augmenter le nombre d'agents qui font du contrôle fiscal. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir un système efficace si nous n'augmentons pas, y compris, le nombre de contrôles réalisés chaque année, qui reste stable, alors que le nombre d'entreprises, lui, progresse. Donc, oui, sur ce service de police, certes supplémentaire, mais commun au service des douanes, nous vous soutenons. Cela dit, sur la question des moyens, nous restons plus que dubitatifs et même, je dirais, très vigilants. Merci. S'il n'y a pas d'autres explications de vote, je vais mettre aux voix les deux amendements identiques, dont celui du gouvernement, avec un avis défavorable de la commission. Qui est pour les amendements? Qui est contre? Donc, ils ne sont pas adoptés et l'article 1er demeure supprimé. Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Voilà pour les débats des sénateurs autour de ce projet de loi de lutte contre la fraude fiscale, un texte qui a finalement été adopté hier soir dans l'hémicycle et qui a notamment vu les sénateurs aménager le verrou de Bercy, vous l'avez vu, avec l'accord du gouvernement. Et c'est finalement l'amendement du rapporteur général du budget, Albéric de Montgolfier, qui a donc été adopté, un dispositif qui, pour la gauche de l'hémicycle, ne va pas du tout assez loin. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.